Sur le modèle juridique, on en a parlé, je vous ai parlé de ce modèle de société par action simplifiée. Je voudrais vraiment vous parler de ce modèle juridique. Donc, vous voyez, on est avec des licences exclusives des actionnaires membres fondateurs qui sont octroyées à la SAT sur la propriété intellectuelle. Nous, à la SAT, nous sommes propriétaires de rien. Ce sont nos actionnaires qui demeurent propriétaires de la propriété intellectuelle. C'est important ça. Et ce modèle-là était possible donc uniquement sur le format de société par action simplifiée. Et donc nous, ensuite, ce que nous faisons, nous sous-licençons, on concède à l'entreprise l'utilisation de la propriété intellectuelle. Vous voyez le cheminement? Et l'entreprise en haut reste dans tous les cas juste que l'utilisateur de la propriété intellectuelle appartenant à l'actionnaire. Et sur ce modèle-là, ça marche. Une fondation, ça ne marcherait pas comme ça. Si une SAT est une fondation, elle peut financer de la recherche, mais elle ne peut pas donner la recherche en utilisation à une entreprise privée. Parce que le modèle d'une fondation, c'est de rester uniquement dans le périmètre de ses membres fondateurs. Pareil, en groupement d'intérêt économique, il y a une problématique, c'est que ce que vous gagnez est partagé avec les différents membres du groupement d'intérêt, mais ce que vous perdez aussi. Nous, dans notre modèle, les actionnaires ne sont pas prêts à partager les dettes, si demain on génère des dettes. Une société par action simplifiée, tout le monde peut récupérer ses petits s'il y a problème. En somme, je résume. On est avec un financement qui vient de l'État, 78 millions d'euros sur 10 ans, les tranches de 3 ans, mais ça appartient à l'État. Les actionnaires récupèrent ce qui est profitable pour eux. Voilà. Ce qui est en lien avec la propriété intellectuelle. Tout revenu généré grâce à la propriété intellectuelle doit revenir aux actionnaires, donc aux universités. Après, cela dit, nous, comme disait Stéphane, on témoigne d'un modèle aujourd'hui avec lequel on travaille tous les jours. Mais c'est un modèle qui est en évolution constante, parce que même si on a déjà 6 ans, on n'a que 6 ans aussi d'existence. Donc on essaye, là c'est une ambition qui a été portée par l'État il y a 6 ans, mais le modèle est en train de se construire. Certainement que dans 2-3 ans, il aura peut-être évolué, etc. Donc là aujourd'hui, effectivement, on partage les bénéfices avec nos actionnaires, mais on ne partage pas les dettes, donc c'est nous seuls qui devons gérer ça, mais j'ose espérer que ça évoluera, ça, parce que si on veut justement être autonome et pouvoir gérer la société, faire qu'elle soit pérenne, il va falloir à un moment donné qu'on puisse aussi garder par les revenus, sinon ça ne va pas continuer. Sans l'aide de l'État. Donc vous voyez, tout modèle juridique est possible. Vous pouvez, si votre université souhaite faire de l'innovation, ça peut être internalisé avec une cellule de valorisation. Si demain votre université souhaite monter une fondation dédiée à l'innovation, c'est possible. Par exemple, au Maroc, les cités d'innovation sont créées sur la base du modèle juridique de fondation. En Tunisie, ce n'est pas ce modèle-là, c'est plutôt la dimension groupement d'intérêt qui semble être cultivée. Nous, en France, c'est un autre modèle. Mais ce modèle-là convient, vous voyez, en termes d'agilité et d'adaptabilité. Si demain, les SAT doivent disparaître, parce que demain, je ne sais pas, un changement politique, les politiques décident que tout doit être internalisé. C'est pas grave. L'argent appartient à l'État, redistribué autrement. Bon, après, il se pose la question de nos emplois, ça c'est pas un problème, mais vous voyez, c'est agile. Une fondation n'est pas agile. Un groupement d'intérêt est contraignant d'un point de vue comptable. Nous, on est monté sur un format de société privée, simple, avec des actionnaires. Voilà. Ok? Donc pour l'instant, on a beaucoup parlé de modèle. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous avez un contrat d'objectif avec les actionnaires? Ah, bien sûr. Bien sûr, justement, on va en parler. Notre métier. Pour répondre à votre question, nous avons donc tous les 3 ans un président. L'élection. Une élection de président.
le président présente un budget triennal, une stratégie, avec des indicateurs de succès. Ça peut prendre des formats d'indicateurs de performance, des indicateurs d'objectifs, des indicateurs de réalisation, tout est possible. Nous, on fait évoluer cet objectif, ce budget, mais on est sur un format qui évolue. Rien ne nous empêche aussi, sur les années en cours, en fonction des résultats obtenus, de réorienter. Mais on fait voter ça par notre conseil d'administration. Mais oui, nous avons des indicateurs à des objectifs, tout à fait. Oui, parce que justement, tous les 3 ans, on a aussi cette évaluation de l'Agence nationale de la recherche qui, en fonction des résultats qu'on a atteints par rapport aux objectifs qu'ils nous avaient fixés, nous délivre une tranche supplémentaire du budget, parce que comme vous le disiez en préambule, on n'a pas eu les 78 millions d'euros d'un coup. Donc chaque fois, tous les 3 ans, on a une nouvelle tranche qui nous est versée. Donc on a plutôt intérêt effectivement à remplir les objectifs. Donc notre métier, c'est le plan de formation que je vous propose. Ce sont ces 3 éléments. Détecter de l'innovation, maturer de l'invention et promouvoir l'innovation. C'est 3 étapes. Alors en termes d'organisation, pour nous, notre processus de transfert, il a ce format-là. Oui. On a 2 parties. On a le techno-push ou le market pool. Le techno-push, c'est-à-dire qu'on a un panier d'inventions qu'on a détectées dans les laboratoires qu'on va aller essayer de transférer auprès des industriels. Mais ça ne marche pas forcément tout le temps parce que l'invention telle qu'elle a été imaginée par le chercheur ne répond pas forcément à un besoin du marché. Donc, des fois ça fonctionne, des fois on va pouvoir, au travers du projet de maturation, adapter effectivement cette invention aux besoins de l'industriel identifié, parce qu'après, il faut savoir que quand on a identifié l'industriel et l'invention, il y a c'est une équipe, une nouvelle équipe qui se forme avec l'équipe de recherche et l'équipe de l'industriel. Voilà, ça devient une équipe complète. Donc, ils travaillent ensemble et font évoluer l'invention pour qu'elle réponde aux besoins industriels. Mais dans le cas où en fait on n'a pas de techno qui correspond aux besoins, il est important aussi que nous on soit conscient du besoin du marché. Donc c'est pour ça qu'on va aller aussi au contact des industriels pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin, et ensuite on va aller au sein du laboratoire pour voir si finalement il n'y a pas une invention déjà existante qui pourrait répondre à ce besoin. Donc c'est important qu'on ait les deux visions parce que le techno-push tout seul ne peut pas fonctionner à 100%. Donc on a besoin aussi d'aller chercher le besoin. Donc ensuite, une fois qu'on a détecté l'innovation, que ce soit au travers du techno-push ou du market pool, il y a la déclaration d'invention qui arrive. Le chercheur nous fait part de sa déclaration d'invention. Et là, c'est officiel, on met en place le process de transfert qu'on a l'habitude de mettre en place. On sélectionne les déclarations d'invention parce que comme nous disait Stéphane, dès qu'elles nous arrivent, on va faire une mini-étude de marché. Donc ça, c'est mon équipe qui s'en occupe pour vérifier qu'il y a un besoin marché, surtout dans le cas du techno-push. On vérifie qu'il y a un besoin marché, on vérifie la brevetabilité aussi de l'invention, parce que si elle n'est pas brevetable, parce que c'est déjà été breveté quelque part, ou alors que c'est pas assez détaillé, on va devoir retravailler pour pouvoir déposer un brevet. Donc on vérifie principalement ces 2 points et on évalue aussi la force de la technologie. Et si tous les feux sont ouverts, on sélectionne cette déclaration d'invention, on dit c'est bon, on va commencer à investir le premier euro. Parce que le premier euro qu'on investit, c'est dans la protection de la technologie. Parce que justement, comme on le disait, on ne va pas pouvoir aller voir des industriels sans avoir protégé au préalable, parce que sinon il y a divulgation, et s'il y a divulgation, on ne peut pas protéger. Donc le premier euro qu'on va investir, c'est dans la propriété intellectuelle. Et souvent, c'est un budget qui est important, parce que selon les pays qu'on choisit, ça va devenir une enveloppe déjà importante. Donc c'est pour ça que nous, on veut sécuriser, dès qu'on reçoit la déclaration d'invention au maximum, pour investir dans des projets auxquels on croit le plus. Et pour éviter, alors certes, on doit prendre du risque et investir, mais on ne doit pas investir dans n'importe quoi, et n'importe comment surtout. Donc voilà, donc on sélectionne les déclarations d'invention qui répondent à un maximum de points, et celles qui n'y répondent pas, soit on demande à l'équipe de recherche d'affiner la partie qui a besoin de l'aide, soit on dit le marché n'est pas prêt aujourd'hui, il le sera peut-être dans 2 ans, revenez, voilà, on ne barre jamais la route à une déclaration d'intention en disant c'est bon, c'est définitif, on ne s'y intéressera jamais. Non, il faut
Quand on la refuse ou on la refuse, c'est pour qu'elle soit retravaillée, qu'elle soit reportée. En fait. Voilà. Ensuite, donc, c'est la partie centrale, donc effectivement, on protège, on fait donc le marché et on va jusqu'à la réalisation, enfin, l'imagination de la preuve de concept. Qu'est-ce qu'on devrait atteindre comme résultat au travers de la maturation? Donc, on définit un cahier des charges que le programme de maturation doit atteindre et s'il atteint ce cahier des charges, on déclare que cette maturation est un succès. Et si c'est pas atteint, il faudra retravailler ou on va abandonner parce que ça ne répond pas à certains besoins. Donc la maturation, c'est ce qui est noté sur la droite, avec le partenariat avec le service R&D de l'industriel qui a été identifié. Et ensuite, donc, soit on transfère vers l'industrie, parce que le partenaire industriel a été identifié depuis un moment et on a été dans un process de co-maturation, soit on transfère à une entreprise qui va être en création, qui se crée, et là, il y a tout à faire. Il faut chercher l'équipe. Bon, souvent, le chercheur est impliqué dans cette création d'entreprise. Ce n'est pas forcément le CEO de l'entreprise. Des fois, il se met en disponibilité une partie de son temps pour gérer toute la compétence technique et technologique de l'entreprise. Mais ça, il faut qu'il en fasse la demande à son employeur. Et il demande, dans le cadre de la loi d'innovation, il y a plusieurs statuts, 25.1, 25.2, 25.3. 25.1, c'est qu'il devient le dirigeant de la société. 25.2, il a mis une partie de son temps au développement technique. Et 25.3, il est juste là, de temps en temps, il est juste actionnaire de la société, mais il n'a aucun pouvoir de décision ni quoi que ce soit. Donc là, ça va dépendre de l'implication que le chercheur veut avoir dans la société. Voilà, grosso modo, le processus. Donc sur ce processus-là, il y a un élément aussi qui va être utile à ce que je présente, c'est notre organisation. Puisque nous avons eu différentes évolutions sur notre organisation, et nous sommes maintenant arrivés à un schéma assez sympathique d'organigramme. Dessus. Voilà. Donc on est sur ce format-là. Donc on a un président et nous avons 4 départements. Donc un département transfert de technologie, que je pilote, un département marketing et communication piloté par Anastasia, et ensuite nous avons 2 départements support. Un département propriété intellectuelle et juridique, et ensuite un département administratif et financier. Et donc ça nous permet vraiment d'englober totalement la mission que nous faisons, protéger, maturer, développer. En somme, donc moi, mes équipes font de la détection, de la maturation et du licensing. Anastasia, elle peut intervenir en amont, après la détection, avant qu'on lance la maturation, pour que ces équipes fassent des analyses technico-économiques pour voir s'il est pertinent qu'on investisse, protéger. Et de la même façon, une fois qu'on a lancé la maturation, les éléments de recherche de partenaires privés désireux d'investir dans la propriété intellectuelle et le projet breveté, développé, maturé, vous voyez, il y a un cheminement, une continuité. Voilà. C'est juste ce format-là que je vais vous présenter. Hein, le détail est bien encore, mais vous voyez, 4 départements, c'est simple, ça correspond à une mission, pas besoin de faire plus. Mais en 2012, on était parti un peu dans toutes les directions. En 2012, il y avait un département recherche et développement, un département commercialisation, un département juridique avec un département pays à côté, un département administratif et financier, et vous rajoutiez un 6e département qui était lié au projet européen en relations internationales. Quand vous allez voir un chercheur pour dire bonjour, je fais du transfert de technologie, voilà la salle, 6 départements, on fait ça, on fait ceci, on était paumés. Et surtout, un élément qui était très délicat, c'est que nous avions donc des responsables de projet avec des profils scientifiques, des docteurs, des chercheurs, on est venu prendre les salariés chez nous. Eux se chargeaient de détecter, de développer la techno. Et ensuite, une fois que toutes ces phases étaient franchies, on passait le ballon à un développeur commercial qui ne connaissait pas la technologie, qui découvrait en gros, même s'il avait une prédilection sur l'axe santé, ou l'axe sport, ou l'axe numérique, mais qui n'avait pas suivi toutes les différentes étapes. Et on est arrivé, nous, en 2017, à dire, bon, on va arrêter ça. Il nous faut un seul interlocuteur pour le chercheur. Cet interlocuteur, ça va être un chargé du transfert de technologie. Il détecte, il développe avec l'équipe de recherche la technologie, et il oriente sur la voie de commercialisation.
Ça nous permet d'avoir un seul correspondant et surtout d'avoir une personne qui connaît la techno sur le bout des doigts et les différentes évolutions qu'elle a pu. Voilà, donc on a recentré notre organisation sur notre cœur de métier, le transfert de technologie. Donc on a créé des métiers. On a donc des chargés de transfert de technologie, côté transfert. On a des chargés de marketing opérationnel, côté marketing opérationnel, avec des fiches missions, des stratégies bien établies, des indicateurs aussi. Moi, dans mon équipe, un chargé de transfert de technologie a comme indicateur de performance un nombre minimal de projets détectés pour générer de la DI, de la déclaration d'invention, de l'API donc, doit faire un certain nombre de maturations dans l'année et doit générer un chiffre d'affaires. Moi, en somme, chiffre d'affaires, j'ai tous ces collaborateurs-là, tous par tête doivent faire 100 kg par an. S'ils y arrivent, c'est bien, ils font leur job. S'ils n'y arrivent pas, là, il y a un problème. Et donc là, on fait un management assumé. De la même façon, vous voyez, ce que disait le collègue de l'Université de Toulon, c'est que nous, on a la possibilité, en étant monté comme étant une société, une entreprise privée, d'imposer des objectifs. Et c'est vrai qu'en milieu universitaire, c'est plus compliqué. On a un enseignant-chercheur, on lui dit fais de la publication, fais ta recherche, mais aussi valorise. C'est pas le même métier. Nous, voilà, chargé de transfert technologique. Côté chargé de marketing opérationnel, les indicateurs aussi pour toi, Anna, mais je te laisse peut-être les présenter aussi. Mais moi, ils doivent réaliser un certain nombre d'études de marché par an. Ça, ils doivent identifier un certain nombre de prospects industriels par an aussi, par personne. Et on a mis en place aussi des ateliers Imaginarium, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer les pistes d'application possibles par projet pour pas se cantonner à une seule possibilité, parce que si on se cantonne qu'à une seule possibilité, donc on a moins de chances de transférer. Donc le but, c'est d'essayer de trouver d'autres applications possibles aux technologies, pas forcément l'application qu'avait identifié le chercheur au départ, et ensuite de voir si c'est possible d'aller chercher dans ces différentes pistes pour pouvoir maximiser, parce que souvent la licence d'exploitation n'est pas forcément exclusive, donc ça nous permet de licencier à plusieurs industriels sur une même technologie et donc de maximiser les chances de revenus. Donc ils doivent aussi travailler là-dessus. Donc en fait, l'Imaginarium, ça consiste à de grosses séances de brainstorming qu'on a au sein de l'équipe, où on invite l'équipe aussi avec les chargés de transfert de Stéphane, du projet, et ensuite on phosphore tous ensemble pour essayer de voir quelles autres applications on peut répondre, en vérifiant à chaque fois que devant chaque application, il y a des clients potentiels. Parce que c'est pareil, on va pouvoir penser à une application, mais s'il n'y a pas de client derrière, ça ne servira à rien. Donc chaque fois, on fait des couples application-client en identifiant bien les besoins auxquels répondrait cette application. Et ensuite, on informe le chargé de transfert et on essaye ensemble de voir quelle application on va d'abord adresser en priorité, etc. Donc voilà, ça fait aussi partie de leurs objectifs. Et, important, ce qui fait aussi partie de leurs objectifs, c'est d'organiser des séances de sensibilisation au sein des laboratoires de recherche ou au sein des industriels. C'est-à-dire qu'ils vont aller expliquer au sein des laboratoires de recherche, parce qu'ils sont énormes, il y a beaucoup de laboratoires, et donc pas forcément tous connaissent très bien notre métier et notre mission. Donc le but, c'est d'aller au sein de ces laboratoires pour leur expliquer quelle est notre mission, faire ce qu'on fait là aujourd'hui, présenter la SAT, et ensuite aux industriels pour aussi leur présenter notre mission. Et à ce moment-là, si les deux, que ce soit d'un côté institutionnel ou d'un côté laboratoire ou d'un côté institutionnel, connaissent la mission de la SAT, ce sera plus facile ensuite d'aller les revoir pour pouvoir mettre en place du transfert des technologies. Donc voilà, c'est important de sensibiliser les différents publics, parce que comme justement on est entre les deux, d'aller sensibiliser les deux pour que notre travail après, dérouler un travail, soit plus facile. Et donc pour les deux autres départements, naturellement, eux aussi ont des indicateurs, typiquement pour le département propriété intellectuelle et juridique, c'est le nombre de contrats émis pour des licences exclusives, c'est les NDA, tout ce qui est accord de partenariat, tout ce qui est établissement de déclaration d'invention. Donc on est en capacité d'avoir vraiment une vision claire de ce que l'on fait chaque mois. On a aussi des entretiens mensuels avec nos équipes individuelles
pour les suivre, s'assurer que les indicateurs progressent. Merci. Oui. J'ai une petite question. Alors, concernant les besoins du marché, j'aimerais bien savoir quel est le profil de ces personnes-là, ceux qui font la prospection des besoins du marché, leur profil. Alors, ils ont pour certains un background scientifique, donc, mais ils sont pas docteurs. Hein. Pour certains, ils ont quand même fait des études scientifiques, donc ils ont chacun leur spécialité. Il y en a un qui est typé santé, un qui est typé méca, photonique, optique, d'autres qui sont un peu plus sur tout ce qui est big data, etc. Donc ils ont tous une expertise. Et si jamais le projet ne rentre pas dans une des expertises qu'on a en interne, on peut externaliser certaines études de marché, mais ça c'est vraiment à la marge, c'est pas notre objectif. Notre objectif c'est d'internaliser au maximum. Mais par contre, si on n'a pas l'expertise, il faut que ce soit réalisé par une personne qui est experte et à ce moment-là on l'externalise. On sait aussi s'accompagner de key opinion leaders, donc ils sont régulièrement interviewés au travers de différents projets pour vérifier l'intérêt de ces personnes-là qui sont expertes dans leur domaine et qui sont sur le terrain. Donc c'est important aussi d'avoir ce retour-là. Donc il y a les experts en interne, il y a les key opinion leaders en externe, et puis après il y a les interviews des industriels qui se font régulièrement pour vérifier encore une fois les besoins. Parce qu'on peut avoir au travers de bases de données des indices, mais il faut vérifier auprès des acteurs qui sont sur le terrain au quotidien que le besoin existe toujours. Donc à chaque fois vous envoyez des questionnaires et tout ça à des partenaires. Ok. Donc c'est ça, plutôt ça la méthodologie de travail. C'est très important de vérifier le besoin sur le terrain. Ouais. Okay. Parce que les bases de données, les études qui peuvent être faites par des Frost & Sullivan, etc., qui sont accessibles, certes, elles donnent une tendance, mais c'est une tendance très macro. C'est important d'aller voir auprès de l'industriel, auprès des prospects qu'on pourrait identifier, si la tendance macro du marché est toujours bonne, parce qu'il évolue tellement vite le marché, qu'il vaut mieux chaque fois vérifier. Voilà. Enfin, nous, on fonctionne comme ça. Au niveau du processus de transfert, vous avez parlé tout à l'heure de l'évaluation de la force de la technologie. Et là, est-ce qu'au niveau du département de transfert, vous avez le staff et les experts qu'il faut pour évaluer la force vraiment? En plus, vous avez 5 thématiques de recherche. Voilà. Nos chargés de transfert de technologie ont tous donc des formations bien typées, bien spécifiques. Ce sont des ingénieurs à la base, pour la plupart, des docteurs avec une spécialité. On cherche actuellement un peu les moutons à 5 pattes, si je puis dire, puisqu'il faut que ces ingénieurs aient déjà une certaine appétence pour l'innovation et soient en capacité de dealer avec les entreprises. Donc on cherche des ingénieurs qui ont déjà eu des expériences de création de start-up. On cherche des personnes qui sont déjà sensibilisées à la valorisation de l'innovation. On cherche des gens qui ont vraiment un profil qui sortent un peu des sentiers battus. On ne cherche plus des chercheurs qui cherchent, on cherche des chercheurs qui se sont trouvés et qui ont envie de faire de l'innovation. Et vous la faites au départ des formations? Alors oui, nous, la plupart de nos chargés de transfert, on leur a proposé aussi des formations de commercialisation. Ça s'apprend. Aller rencontrer des industriels. C'est ce que l'on va aussi vous proposer, vous verrez dans le déroulé du plan. Ce sera entre mercredi après-midi et jeudi matin. On va vous proposer les grandes lignes des méthodes sur comment pouvoir être attractif lorsqu'on parle valorisation d'innovation auprès d'entreprises qui, elles, n'ont qu'un seul objectif, c'est d'accéder au laboratoire. Parce qu'elles, elles ont des ingénieurs camouflés en commerciaux, si je puis dire, et puis ils vont sur les paillasses, hop, ils voient la molécule, ils voient des formules marquées sur les tableaux Velleda, hop, ça leur suffit. Ils ont compris, ça leur fait un avantage. Après, la force de notre organisation aujourd'hui, c'est qu'on est organisé en équipe projet. Donc il n'y a jamais une personne qui s'occupe seule d'un projet. Il y a le chargé de transfert, le chargé de marketing, le juriste et l'ingénieur brevet. Oui, c'est principalement ces 3-4 personnes-là. Donc en fait, à chaque fois, on a au moins 4 personnes qui sont sur le projet. Donc 4 cerveaux. 4 cerveaux, c'est d'autant plus de chances de trouver des pistes de transfert et de maximiser ce transfert-là. Donc, sans compter que nous, après, sur certains projets, on est dans l'opérationnel. Voilà. Chaque projet, on peut dire précisément en qualité de directeur de nos départements respectifs, où on en est, ce qui se passe, qui est le chercheur, on a une vision ultra précise. Et on oriente aussi sur la voie de sortie, sur le volet start-up ou pas, sur la commercialisation. On fait la négociation avec l'entreprise,
Bon, après, naturellement, on a des équipiers qui sont plus ou moins juniors ou seniors, plus ou moins autonomes ou pas. Mais oui, il y a toute une stratégie de plan de formation que nous assurons. Les dernières formations en date qui ont été lancées, c'était effectivement pour accroître les compétences sur la commercialisation. Parce que sur la propriété intellectuelle, on avait surtout orienté nos recherches de candidats pour nos postes là-dessus. C'était le BABA. Une SAT à la base a été créée pour protéger et verrouiller la technologie. Après, le background d'ingénieur ou de recherche permet de développer des programmes de maturation. Et la phase de commercialisation, c'est plus atypique dans le milieu scientifique. Donc il y a la formation, mais il y a aussi l'accompagnement quotidien sur le projet de la part du directeur, parce qu'effectivement, avant de passer devant notre comité d'investissement, pour décider en fait d'investir sur le projet, nous les directeurs, on revoit tous les projets avec les équipes projets et on vérifie qu'ils ont bien traité tous les points qui sont importants. Et si ce n'est pas le cas, ben là on a eu l'exemple il y a peu de temps, on a dit non, il ne passera pas au prochain comité d'investissement, il faut retravailler le dossier et s'il n'est pas retravaillé dans les temps, il passera à celui d'après. Voilà. Alors sur les comités d'investissement, conseil d'administration, on va vous parler de ça aussi par ici pour vous faire part de notre cheminement de validation des projets. Là alors en parlant de cheminement, on voit là un focus sur la phase de maturation. Donc on a protégé, on a obtenu le titre de propriété. Et là, on veut développer. Donc, on élabore un cahier des charges de maturation, on a une signature du contrat de licence, on consolide l'API, on met en œuvre le programme de maturation, on a des recettes de livraison de résultats, on lève les options. Tout ça, c'est un processus, vous voyez, de sélection que sur un axe qui est la maturation. On va le voir beaucoup plus en détail, demain après-midi, rassurez-vous. Ces différentes étapes essentielles de validation. On ne fait pas simplement du transfert de technologie. Je vais un peu complexifier entre guillemets parce que depuis ce matin, je vous dis c'est simple la valorisation de l'innovation. Oui et non. C'est simple si on dit il faut protéger, maturer et commercialiser. Mais dans les différentes étapes, voilà, il y a des préalables, il y a des process à respecter. L'objectif, si vous voulez, pour nous, c'est de montrer aux entreprises que notre organisation et notre process constituent pour eux un avantage. Donc, pour les entreprises, il y a une innovation avec une orientation stratégique. Ça leur donne un accès au laboratoire. Les entreprises sont friandes de ça. Ensuite, rapidité, réactivité, on est en capacité de proposer aux entreprises une démarche totalement dérisquée pour accéder à l'innovation, avec un time to market très court. Pour eux, les entreprises qui ont des services de R&D, c'est plus long. Nous, on leur propose clé en main la techno, la connaissance du marché et donc les orientations sur le produit fini qu'ils pourraient concrétiser. Ensuite, on a aussi un levier pour accélérer la compétitivité, c'est l'avantage concurrentiel, je vous en ai déjà parlé, et naturellement, l'accompagnement que l'on propose. Là-dessus, on a différentes phases d'accompagnement qu'on va évoquer sur la commercialisation. Jeudi matin, je vais vous présenter le package d'offres commerciales que l'on propose aux entreprises. Il y a différentes possibilités parce que les entreprises sont différentes. Nous, on va attirer aussi bien le grand groupe, tel que l'Occitane, tel que Google, tel que Apple, mais on a aussi la volonté d'attirer les petites PME locales. On veut générer de la croissance sur le territoire, c'est notre objectif principal. Faire venir le grand groupe et densifier la petite PME locale. Voilà sur les avantages pour l'entreprise. Ensuite, naturellement, on a la volonté de nous projeter sur l'international. Les plus gros deals, on les fait à l'international avec des entreprises qui ont le cash pour investir. Des entreprises qui sont déjà rodées à l'exercice. Donc nous, on montre qu'on a une facilité de transfert de technologie vers les entreprises locales et on a une activité à l'international pour proposer aux entreprises d'investir sur les régions PACA et Corse. Je vous ai pris l'exemple au début de l'Occitane. On a d'autres éléments, c'est du style le groupe GNJ, spécialiste en pharmaco, les faire venir, leur proposer d'installer aussi un incubateur sur notre région, leur proposer un accès non pas qu'à nos laboratoires, mais à une méthode de travail sur les 14 SAT. Nous, typiquement, vous voyez, sur la question de comment on fait de l'argent, tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. J'ai dealé un contrat avec le groupe GNJ pour leur donner un accès à nos laboratoires
Nous, la SAT Sud-Est, on a pris le lead sur l'ensemble des SAT pour le partenariat avec le groupe Johnson & Johnson. Et ne serait-ce que pour ça, j'ai demandé au groupe Johnson & Johnson de nous payer de l'argent que l'on met dans le pot commun, mais que de la SAT Sud-Est au service des actionnaires, de nous payer un droit d'accès à la méthode de travail SAT Sud-Est. Donc, tout moyen est bon. À partir du moment où on va vers l'entreprise, on lui dit voilà, on vous donne accès à ça, mais attention, ça le forfait il est payant. Vous voulez ça en plus, ça c'est payant. Vous voyez, c'est tout un déroulé, et je vais vous proposer ça donc dans la troisième partie de la formation qui est protégée. Et ensuite, donc naturellement, c'est être visible sur la scène internationale, montrer que notre modèle français, il vaut ce qu'il vaut, mais il n'est pas trop mal. Et on témoigne, ça c'est le cas aujourd'hui, dans le cadre de ce programme satellite, on est pile poil dans l'émission, témoigner de notre modèle de transfert de technologie à l'international, donc auprès de vous aujourd'hui. Voilà donc sur cette longue introduction, il est 25, bonsoir 25. Voilà, Youssouf. Donc puisque pour nous après, cet après-midi, on apportera le sujet de protection. Non, je te laisse la main.